Dans cette vidéo, je veux vous parler des meilleures pratiques en modélisation financière. Ça me prend un peu de temps de faire des vidéos en français, non parce que je maîtrise pas le sujet, mais plutôt que c'est la langue française et, et je veux ici m'excuser pour les francophones qui m'écoutent. Je vais peut-être massacrer votre belle langue française. Mais revenons sur notre sujet qui est les normes et les standards en modélisation financière. Écoutez, moi, personnellement, je ne suis pas trop pour les normes et les règles. J'écoutais Madame Fatou Ndiaye qui parlait de son livre euh, Verbe ou silence, si je me rappelle bien du titre de livre, et elle disait que les règles limitent la créativité. Et c'est pour ça que je préfère la simplicité, même dans les règles, parce que quand même c'est nécessaire, c'est la simplicité. Et même dans les religions, je préfère la religion de mes ancêtres qui était, voilà, qui avait trois règles: penser bien, parler bien et faire le bien. Et dans le domaine de modélisation financière, je respecte aussi trois normes: structure, flexibilité et transparence. Tout ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est sur ces trois sujets. Les règles que je vais revoir ici avec vous, c'est ou pour la structure, ou pour la flexibilité, ou pour la transparence. Avant de commencer, c'est bien de voir qu'est-ce qu'un modèle financier. Un modèle financier, c'est un outil qui prend des entrées, des données, les inputs, qui fait des calculs et qui nous donne des résultats. Alors, il faut avoir une structure. Cet outil doit avoir une structure parce que c'est pas juste un outil qu'on utilise en interne, que vous utilisez pour vous-même, mais c'est quelque chose que vous allez partager avec des tierces personnes, avec les prêteurs, avec les promoteurs du projet, avec le concessionnaire, avec différents parties. Alors, quand vous faites la revue d'un modèle ou quand vous voulez créer un modèle, c'est bien de comprendre et faire comprendre la structure de votre modèle. D'accord? Il y a différents types de structures. Par exemple, ça, c'est quelque chose que moi, franchement, je donne la liberté de faire quand je fais la revue d'un modèle. J'essaye de comprendre quelle est la structure du modèle. Mais j'essaye pas de imposer la manière dont moi je fais les choses. Par exemple, pour vous dire, moi, quand j'ai commencé de faire des modèles, c'était il y a longtemps, je faisais tout sur une seule feuille. Ça veut dire j'avais mes hypothèses, après mes calculs, et à la fin, je présentais mes résultats. Ou des fois, je mettais les résultats à l'en-tête du feuille, après les hypothèses ou les calculs. Mais après, au fur et à mesure, j'ai fait des modèles plus modulaires. Et c'est ça qu'on voit plus maintenant de ce type-là, qu'on voit plus sur le marché, c'est d'avoir plusieurs feuilles de calcul et chaque feuille de calcul est dédiée à des calculs qui sont spécifiés. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai tous ces feuilles de calcul, revenus, OPEX, dette, après j'ai les résultats et j'ai les inputs. Maintenant, ces jours-ci, j'applique plutôt une structure qui est en trois feuilles: feuille de input, feuille d'hypothèse, feuille de calcul. C'est là où je mets tous mes calculs. C'est pour ça que la feuille va être longue. Et après, je présente mes résultats. Mais franchement, ça, je dis toujours, ça, c'est une préférence de la personne qui a fait le modèle, qui a pensé comme ça, qui a décidé d'appliquer certaines structures. Alors, notre rôle, c'est pas de juger ou de critiquer la structure, ça veut dire le design. C'est quelque chose qui peut varier. Alors, si vous êtes formé à faire, par exemple, des modèles modulaires comme ça, si quelqu'un vous envoie un modèle qu'on appelle ça one-pager, qui a une seule feuille de calcul, vous pouvez pas les critiquer et dire non, c'est pas, voilà, c'est pas en accord avec les standards, vaut mieux séparer. Non. S'ils ont bien spécifié les hypothèses et les calculs et les résultats, là, vous pouvez pas vraiment critiquer. On vient sur notre deuxième règle, qui est la règle de définir les codes couleurs.
D'accord? Et là, je vais vous montrer un modèle financier sur Excel. Comme ça, je pense que c'est plus facile. Euh, voilà. Par exemple, ici, vous voyez, la plupart du temps, j'ai une feuille que j'appelle guide ou des fois j'appelle garde, voilà. Et c'est là où je définis mes codes couleurs, d'accord? Je dis à mes utilisateurs, là où vous voyez des cellules en jaune, c'est des entrées du modèle, c'est des hypothèses d'entrée que vous pouvez changer, bien sûr. Alors ça, vous donnez la flexibilité à vos utilisateurs de pouvoir changer ces hypothèses et voir les résultats. Alors, c'est bien de définir vos codes couleurs et de les respecter. D'accord? C'est pour ça que quand je fais des modèles, la première chose que je fais, je définis mes codes couleurs et à chaque fois quand je veux présenter un input, une hypothèse, j'applique les codes couleurs que j'ai définis au début. D'accord? Très bien. Alors là, on connaît la règle de définir les codes couleurs. Deuxième règle qui est très important, c'est de séparer les hypothèses. OK? Ça, je pense que je l'ai déjà dit dans la partie où on a parlé des structures. Comme vous le voyez, j'ai ici une feuille de calcul qui est dédiée aux entrées du modèle. D'accord? Qui est dédiée aux hypothèses d'entrée des inputs du modèle. L'utilisateur, quand il ouvre le modèle, il va vite fait comprendre que voilà, cette feuille, il y a tous les calculs dedans, toutes les entrées en code dur dedans, et ils peuvent le modifier. D'accord? Là où il y a en jaune, ils peuvent changer. Mais par contre, règle numéro 2, si vous avez si vous avez cette structure-là, dans d'autres feuilles de calcul, il ne doit pas y avoir des entrées en code dur. D'accord? Ici, il doit vraiment, dans aucun des feuilles de calcul, vous devez voir des données en dur. Et voilà, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, il doit toujours, la question pourquoi est très important. À chaque fois que vous présentez un norme ou un règle, vaut mieux préciser aussi l'utilité. Et pourquoi? C'est vraiment pour la transparence et également pour la flexibilité qu'on dit de séparer les hypothèses et de bien les définir. Euh, D'autres règles que je veux préciser ici, c'est que, comme on a dit, toutes toutes les données doivent être données en dur, doivent être présentées dans une feuille de calcul séparée. C'est pour ça que si, par exemple, ici, vous voyez, j'ai cette formule-là. Si, par exemple, disons que j'avais, j'avais ça, j'ouvre le modèle, je fais ma revue, je suis en train de faire ma revue et je tombe sur cette cellule et je vois qu'il y a ce chiffre-là en dur. D'où vient ce chiffre? C'est quoi? D'où vient? Alors, si vous envoyez un modèle financier à quelqu'un et il y a voilà, cette problématique d'avoir des données d'entrée dans les formules de calcul en code dur, là, c'est vraiment un problème parce que vous n'avez pas respecté la règle de transparence. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui va faire la revue de votre modèle va questionner, mais c'est quoi cette entrée? Pourquoi? Est-ce qu'il voulait le cacher? Vous voyez? Et pour éviter tout cela, c'est mieux de mettre tout séparer, toutes les hypothèses dans des feuilles de calcul séparées ou de les séparer dans une partie de votre modèle et les présenter séparément. D'accord? Alors, euh, troisième règle que je veux mentionner ici, c'est que toujours mentionner les unités de calcul dans vos modèles. Comme vous voyez ici, dans toutes les feuilles que vous voyez, il y a toujours cette colonne. C'est quelle colonne? G, pardon. Oui? Non. Ici, c'est dans le colonne F. Colonne F est dédiée aux unités de calcul. Je dis toujours, quand vous ouvrez un document et vous le lisez, quand on part d'un montant, on mentionne l'unité. On dit c'est 1 million d'euros, c'est 10 millions de dollars. D'accord? Et c'est la même chose dans un modèle financier. Vous devez bien définir toutes les unités. D'accord? Et ça aussi, c'est clair que c'est pour la transparence. Prochaine règle que je veux mentionner ici, c'est de respecter cette règle qui est une fois que vous avez défini votre formule,
Par exemple, ici, je veux faire l'échéance de mon CAPEX. Une fois que j'ai cette formule-là, ou peut-être un if formula, c'est mieux. Oui, ici, par exemple, comme vous le voyez, j'ai cette formule-là et c'est exactement la même formule partout dans cette ligne. Ça veut dire que ce que je fais, c'est de copier ça et si je fais ça, rien ne va changer dans le modèle parce que ces formules-là, ils sont identiques dans chaque ligne. Et pourquoi on dit ça? C'est également pour faciliter l'audit du modèle, d'accord? Quelqu'un qui veut faire la revue de votre modèle, qui veut comprendre votre modèle, voilà, c'est plus facile de, voilà, comprendre cette colonne-là, toutes les formules qui sont sur cette colonne, et après c'est clair pour le reste, d'accord? Prochaine règle, c'est de pas, voilà, c'est de pas avoir des formules trop longues, d'accord? Euh, Pourquoi? Parce que si vous, également, c'est pour faciliter l'audit et la revue du modèle financier. Et c'est très difficile. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait face à cette problématique que vous ouvrez un fichier Excel et vous avez un long formule. On appelle ça nested if, par exemple. If dans if dans if. Ça, vraiment, c'est difficile de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors moi, ce que je préfère faire et ce qui est recommandé à faire, c'est de vraiment casser les calculs, vous voyez, de les mettre en bloc. C'est pour ça que peut-être votre feuille de calcul va être très long, quelque chose que vous pouviez le faire sur une seule ligne avec un long formule, vous devez le casser et le mettre sur plusieurs lignes. Et ça, c'est peut-être un peu difficile au niveau modélisation, mais je vous assure que ça va vraiment faciliter les tâches de revue du modèle et après. D'accord? Très bien. Alors là, on passe à la prochaine règle qui est, je tiens beaucoup ça en cœur, c'est la règle de ne pas avoir des références circulaires dans vos modèles financiers. D'accord? Alors, les références circulaires, c'est un problème. Même quand vous ouvrez un fichier Excel pour la première fois et vous voyez un avertissement qui dit il y a des références circulaires dans ce modèle financier. Ils disent pas faites gaffe, faites attention, mais quand même, ça veut dire quelque chose. Alors, pour éviter ça, il y a différentes méthodes, il y a différents moyens de résoudre le problème de références circulaires dans les modèles financiers, mais on va pas discuter de ça ici, c'est pas le sujet, mais c'est quelque chose qui est très important à ne pas avoir des références circulaires dans vos modèles financiers. Prochaine règle, c'est les vérifications. Écoutez, comme je vous ai dit, cette modèle-là, vous le faites pour les tiers personnes, d'accord? Et le modèle financier, c'est un document, oui, c'est un document qui est très important pendant l'analyse d'un projet. Et qui est important. Et par exemple, toutes les clauses financières des contrats sortent d'un modèle financier. Alors, on veut minimiser les erreurs et le mot est correct, minimiser les erreurs parce qu'on ne peut pas éviter. C'est pour ça qu'il y a les auditeurs qui viennent pour revoir le modèle. Il y a différentes étapes pour faire la revue d'un modèle financier. Pourquoi? Parce que cet outil qu'on a qui est Excel et on fait les modèles financiers sur Excel, euh, c'est un outil qui est vraiment, qui nous donne beaucoup de possibilités, d'accord? Et c'est pour ça que il peut y avoir des erreurs, ok? Pour éviter des erreurs, c'est bien de mettre des vérifications dans le modèle, ok? Pour s'assurer que quand même les choses qu'on sait ils sont corrects. Et quand on change les choses, quand on change les hypothèses, le modèle tient le cours. D'accord? Alors, je vous recommande de toujours avoir des vérifications, vérifications dans vos modèles financiers. Bon, écoutez, je pense que j'ai dit l'essentiel. Oh, bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à revoir, mais je pense que l'essentiel est là. Alors, comme vous voyez, c'est pas très compliqué à appliquer les standards et les normes dans les modèles financiers. Le plus important, c'est de respecter la structure. Comme vous le savez, le modèle, je dis toujours le modèle financier, que c'est comme un appartement ou une maison que vous achetez et vous allez vivre dedans parce que pendant tout le processus,
vous allez utiliser ce modèle financier quand vous négociez avec les prêteurs, quand vous négociez avec le concessionnaire. Alors, c'est bien d'avoir un outil qui est structuré, qui est transparent et qui est flexible. C'est pour ça qu'ils ont mis en place ces règles et ça nous aide à avoir un outil qui est performant et qui peut aider tous ces partis qui sont engagés dans un projet de pouvoir faire une analyse de leur point de vue. D'accord? Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine fois.